Donc, donc, nous sommes là pour tenter de répondre à la question. Ça va faire déjà 1 heure. Je t'ai dit, on va faire une petite heure aujourd'hui, ce qui était déjà formidable. Et on n'a pas encore attaqué le sujet Kamala. Et donc de cette question de savoir est-ce qu'on est dans une bulle, est-ce que c'est quelque chose de vrai. Toi, tu as été à Chicago, mais avant ça, tu es allé voir Kamala Harris en meeting. Tu es donc une création de l'intelligence artificielle, si je comprends Absolument. bien. C'est ça, hein, là, je suis en train de parler à une espèce d'avatar, tu n'existes pas, parce que Je n'existe pas. tu étais à ce meeting dont Thomas nous montre quelques photos. Donc nous sommes dans le Michigan, c'est ça, et que Trump Exactement. a expliqué que donc ce meeting ces images étaient fausses et que c'était de l'intelligence artificielle. On revoit son Truth Social, donc son Truth sur Truth Social où il expliquait ça. Ça a quand même forcé, je ne sais pas si tu as vu ça, le New York Times à faire une page complète interactive pour montrer avec des plans, avec des illustrations, seconde par seconde, que ces images-là n'étaient pas truquées. Bon, toi qui étais là, rassure-nous, c'est ironique, Oui, alors, ces si images-là je ne peux, sont pas truquées. Il y avait du monde ou pas? si je peux donner un peu de contexte, d'abord, euh, enfin, il faut expliquer au sein du Parti démocrate l'évolution. Moi, le 27 juin, je suis dans un bar de DC. J'avais bien réfléchi à où est-ce que j'allais écouter le débat et je suis allée dans un bar de DC pour donner une idée qui est resté ouvert pendant le Covid, ce qui veut dire qu'il y a des républicains, hein, parce que ils se considèrent comme des résistants. Et j'étais là avec un ancien du gouvernement Trump qui a démissionné le 6 janvier, avec le chairman du Parti républicain du Connecticut que je connais, enfin bon, bref. Parce que mon raisonnement était, le grand public n'a pas vu Trump depuis un certain moment. Et il va dire des énormités et je veux voir comment ces gens vont réagir parce que ok, Biden n'est pas en super forme, mais il est quand même sensé, c'est un homme raisonnable, et voilà, donc ça sera intéressant. Et puis évidemment, il s'est passé Excuse-moi de exactement t'interrompre. l'inverse. On l'avait vu, la dernière fois on avait vu vraiment Biden sur une scène nationale, c'était le discours de the State of the Union où il avait été même assez vivant, on va dire ça Ouais, comme ça. alors, moi je suis obligée de dire que j'étais dans le Capitole, j'étais dans l'hémicycle le jour du State of the Union, et je me souviens d'avoir dit à un copain, c'est pas con de lui faire saluer chaque personne. Parce que nous, là où j'étais, moi, on est au-dessus, la galerie des médias, et donc on est exactement en face de lui. J'ai rarement vu quelqu'un marcher aussi lentement, et il s'arrêtait pour saluer absolument chaque personne au passage, et je me souviens d'avoir dit à quelqu'un, oui, c'est pas con de faire ça, parce qu'effectivement, on se rend pas compte il est vraiment, il a beaucoup, beaucoup de mal à marcher, il est très, très lent. Et après, il avait cette voix très forte, enfin, c'est quand même quelqu'un qui déclame des discours depuis 73, hein, donc il sait faire. Et donc, bon, bref, le débat, il se passe ce qui se passe. Moi, ça me met dans une situation assez compliquée parce que je suis avec donc, plein de gens qui travaillent Capitole plutôt que républicains qui guettent chacune de mes réactions. Euh, je vais les interviewer à la fin. Il y a le chairman du GOP du Connecticut, il jubilait. Il m'a dit pouf, voilà, on n'a plus rien à faire. Celui qui avait quitté l'administration Trump me dit non, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il va repasser Trump parce que Kamala, c'est évident que ça ne peut pas être une solution et ils ne peuvent pas la zapper parce que ce serait la première femme noire possible. C'est une catastrophe. Euh, je continue, je passe des semaines au Capitole à essayer d'attraper des élus parce qu'on savait très bien qu'ils se réunissaient tous les jours en se disant non seulement on va perdre la présidentielle, c'est regrettable, mais surtout moi je vais perdre mon siège. Il va m'entraîner moi élu de je sais pas quel état dans sa chute. Et donc ils étaient en conciliabule toute la journée. Ils sortaient des réunions, on leur courait après et ils nous disaient des trucs de langue de bois comme Ride in with Biden, je reste avec Joe, I'm with Joe, 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 et avec des espèces de sourires crispés. Et donc on savait très bien que c'était pas vrai parce qu'ils flippaient tous pour leur poste personnel. Et donc on sentait bien cette tension. Et le 12 juillet, je vais à un rallye de Biden à Détroit, justement. Mais j'en ris a posteriori, mais je suis arrivée 3 heures avant, comme on fait pour un rallye, quoi. Il y avait
tellement personne sur le parking que j'ai pu changer 2, 3 fois de place pour me garer en pensant c'est sympa si ma voiture reste à l'ombre pendant toute la durée du rallye parce que j'ai des bouteilles d'eau, ça serait sympa que quand je sorte du truc, elles ne soient pas bouillantes, quoi. C'est vous dire à quel point c'était vide. J'ai vu l'équipe de préparation du rallye qui avait leur t-shirt Biden, qui sont sortis acheter des pizzas à un moment, ils sont revenus une demi-heure plus tard. Il y avait quelques manifestants pro-palestiniens anti-Biden devant l'entrée, donc voilà, je suis allée m'occuper en les interviewant. Il y avait un gars avec un panneau Passe le flambeau Joe. Alors lui, je suis allée l'interviewer. Il était ulcéré par le discours de la Maison Blanche sur le fait que les gens qui demandaient à Biden de se retirer étaient l'élite, les médias, Washington. Il disait, moi je suis chauffeur de bus depuis 40 ans ici en banlieue de Détroit, je suis pas l'élite, quoi. Simplement le gars, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire le job. Bref, le rallye était un des très bons jours de Biden. Il parlait bien, enfin il sait vraiment bien faire ça, quoi, sur un prompteur, mais il était en forme. Les gens étaient très très fans. Il y avait moins de 2000 personnes, on va dire, peut-être 1200, 1500 personnes. Très très enthousiastes. Essentiellement beaucoup de noirs et beaucoup de femmes noires. Et quand je leur demandais est-ce que vous êtes inquiète de l'état de Joe Biden, est-ce que vous pensez, elles me disaient mais pas du tout, moi j'ai voté pour lui, c'est mon candidat, ils n'ont pas intérêt à le déplacer, je veux que ce soit lui, je l'aime, etc. Or, vu tout ce que je voyais au Capitole, je me disais non mais tous ces gens-là, ils ne veulent pas qu'il reste candidat. Et ensuite, il y a la tentative d'assassinat sur Trump. Ensuite, il y a la convention de Milwaukee, où alors là, mais Trump marchait sur les eaux. Enfin, ils étaient sûrs de gagner. C'était les politologues et tous les démocrates que j'interviewais disaient bon, on est en gros en train de calculer le raz-de-marée républicain. Enfin, c'est mort. Les bars près du Capitole où il y a que des gens qui travaillent à la Maison Blanche ou au Congrès, tous les démocrates, ils étaient complètement résignés, quoi. Ils disaient bah oui, bon, bah, on a perdu, quoi. Et donc ensuite, changement de candidat et je retourne à Détroit pour le rallye de Kamala. Et là, je me dis ah oui, non mais j'avais oublié en fait ce que c'était que un gros rallye démocrate. C'est-à-dire que cette fois, on arrive, le lieu a changé, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y avait trop de monde. Mais donc, on devait se garer dans un premier parking à l'aéroport de Détroit. On était mis dans des petits bus. Alors nous, les journalistes, on nous mettait dans des bus, des petits bus jaunes scolaires. Là. On était 3, 4 par banquette, comme ça, là, essayer de se caser. Et ensuite, on était amené à un deuxième hangar à l'autre bout de l'aéroport où ils avaient dû se dire qu'ils pourraient faire tenir tout le monde. Et c'était pas le cas, puisque, comme vous l'avez vu sur les images, ces gens dépassaient du hangar. Il y avait plein de gens à l'extérieur sur le tarmac. Et ça n'avait strictement rien à voir. Alors, j'ai interviewé plein de gens en leur disant est-ce que c'est votre premier meeting politique? C'était le cas pour beaucoup de gens. J'ai trouvé une seule personne qui m'a dit ah oui, j'étais au truc de Biden à Détroit il y a 2 semaines. Oui, c'était pas tout à fait la même chose. Mais l'enthousiasme était absolument dingue. Et puis le sens de la mise en scène, donc ça, Trump fait ça aussi, mais l'arrivée de Air Force 2 sur le tarmac, les choix de musique, on peut pas faire plus contrasté. C'est-à-dire que Trump, c'est Lee Greenwood, c'est un vieux blanc qui fait de la country, et God Bless the USA, je pense que cette chanson, elle a commencé à passer dans les meetings de Bush à l'époque. Exact. Et là, à l'inverse, on a Kamala Harris qui arrive sur Who Run the World Girls, donc de Beyoncé, qui est une femme noire jeune, et ensuite Freedom. Et cet album, et cette chanson en particulier, si vous avez vu le film qui a été tiré de l'ensemble des clips de cet album, il y a un vrai message politique. Enfin, Freedom en particulier, c'est tourné dans une plantation en Louisiane. Il y a toute une mise en scène avec des esclaves, etc. Donc, on ne peut pas faire plus contrasté. Et la foule était ultra enthousiaste. Alors, je ne sais pas combien de personnes se sont évanouies à cause de la chaleur. C'était très impressionnant. Donc, pour répondre à ta question, c'était un petit peu long, mais non, ça n'est pas de l'intelligence artificielle.
Alors, c'est pas d'intelligence artificielle, et donc toi qui es dans cette... tu nous rassures, parce que sincèrement, on avait des doutes. Je Non, comprends, c'était un gros stress, c'était une grosse inquiétude, je comprends. bon, t'avais mis la pression là, et il fallait Ouais. cette mise en contexte était super intéressante. Et puis l'avantage, en tout cas si tu as du temps, tant mieux, parce que l'avantage de notre émission, l'avantage d'avoir son propre programme sur YouTube, c'est que l'on fait ce que l'on veut, on prend le temps quand on a besoin de prendre le temps. Et je peux te dire, je vois passer les messages sur le chat. Tout le monde se régale, et j'imagine que ils vont se régaler en découvrant ton livre dans quelques semaines, parce que il y aura tout ça dedans. C'est ça, hein? Oui, oui, plein d'autres choses, évidemment. Évidemment, évidemment. Et donc, tu es dans ce meeting aujourd'hui avec le recul, et avant de parler du DNC, parce que DNC c'est encore quelque chose, la convention encore particulier. euh, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que c'est quelque chose que tu te dis en ce moment? Bon, tu compares évidemment avec le meeting de Biden quelques semaines plus tôt, mais est-ce que tu as le sentiment que tu es en train de vivre la naissance d'un mouvement de fond, ou est-ce que tu te dis non, bah, c'est juste un meeting politique qui est très bien organisé? Ah non, 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 étant donné le nombre de gens, parce que j'ai aussi demandé, c'est toujours le grand truc des MAGA, que de dire que ces gens ont été recrutés ou je sais pas quoi pour aller au rallye. Et donc je leur demandais, les gens, vous avez assisté à des meetings de Biden avant? Non, d'accord, c'est le premier de votre vie, d'accord, comment vous avez su? Et c'était, ah, bah, j'ai entendu parler par une copine, je l'ai vu sur Facebook, c'était très organique. Euh, enfin, l'enthousiasme était très palpable. Alors, il faut aussi dire que c'était co-organisé avec UAW, avec les syndicats automobiles. Donc, le chef, là, Sean Fain, était là. Ouais. Et donc, lui, il ramène beaucoup de gens. Et c'était un moment où je travaillais énormément sur le contraste Vance-Waltz. Et donc, ça m'intéressait beaucoup, ce rapport au col bleu. Donc, là, c'était très palpable, le contre-discours par rapport à celui de Vance qui se présente comme le candidat des ouvriers. Mais il y avait évidemment la dimension raciale, beaucoup de femmes noires très enthousiastes. Alors, en revanche, il y a une chose que j'ai remarqué, j'étais allée à Dearborn plus tôt dans l'après-midi, où j'ai un peu fait chou blanc pour interviewer les gens sur comment ils percevaient Kamala Harris. Les rares personnes, j'étais avec un ami qui nous ont parlé, euh, une caissière dans un café qui nous a dit: non, mais pour nous, c'est la même chose que Biden, quoi. C'est le même gouvernement génocidaire. Et donc, je suis arrivée dans le hangar, j'ai cherché des représentants de cette communauté. Il n'y avait que des Noirs et des Blancs. Il n'y avait personne de la communauté arabo-musulmane. Et puis 5 minutes avant le début du rallye, j'ai vu arriver ces 5 filles voilée. Donc me suis précipitée vers elles en leur disant: bah, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu la soutenir, etc. Et elles m'ont dit: non, absolument pas, on parle pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'elles étaient venues là pour interrompre le rallye et dire: Kamala, Kamala, you can't hide, we won't vote for genocide. Kamala, tu peux pas te cacher, on votera pas pour le génocide. Euh, et elle a eu cette réponse qui était: si vous voulez que... Non, elle a commencé par dire: je suis là pour la démocratie et c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Et ensuite, elle a dit: si vous voulez que Donald Trump gagne, dites-le tout de suite. Et sinon, I'm speaking. Avec je suis en train de parler. Le même ton que celui qu'elle avait employé avec Mike Pence lors du débat pour 2020. Les réactions ont été assez contrastées. La foule a adoré. Franchement, la foule, c'était donc plutôt des Noirs et des Blancs, ils ont adoré. Sur tous les groupes de pro-palestiniens que je suis, ils ont détesté. Ils ont eu l'impression d'être pris pour des enfants, ils ont trouvé que c'était méprisant, ils ont trouvé que c'était insensible à ce qui se déroule à Gaza, etc. Et donc là, dès ce moment-là, je me suis dit... j'imagine qu'elle doit être en train de faire un choix pour cet électorat, dont je ne suis pas sûre que qui que ce soit puisse les récupérer de toute façon.
Mais voilà, pour répondre à ta question, on identifiait vraiment le début la naissance d'un mouvement, et d'un mouvement vraiment spontané, une forme de soulagement de pouvoir voter contre Trump, mais pas pour Biden, quoi. Ils n'avaient pas envie de voter Biden, tous ces gens, ils y allaient à reculons. Et là, il y avait quelqu'un de jeune qui parle bien, qui peut arriver à grands pas sur la scène, euh, qui a pas peur de parler d'avortement. Biden n'a jamais été à l'aise avec cette thématique, et toutes les femmes que j'interviewe, c'est un thème très important pour elles. Donc, c'était vraiment une forme de soulagement de se dire, cool, je peux voter contre Trump et pas pour Biden, avec cette faiblesse qui est le vote des jeunes pro-palestiniens. Oui, mais qui de manière complètement froide et qui est pas un jugement sur le bien fondé ou pas du mouvement, Mhm. lorsqu'on fait un calcul électoral, Ouais, sûr. c'est une catégorie qui compte moins que, par exemple, le vote juif américain ou le vote pro-Israël américain, parce que c'est la position de la société américaine qui est plus sur une politique de défense d'Israël que de faire Bien un choix sûr. pro-Palestine. Le seul État dans lequel c'est vraiment important, or c'est un État décisif, c'est le Michigan. Et pour l'instant, ils sont au coude à coude dans le Michigan. J'essaie de retrouver Elle est légèrement en les avance. chiffres. Ouais, elle est légèrement en avance Elle est où elle compte légèrement l'aide là. des syndicats. Voilà. Et vu ce qui s'est passé à la DNC, je ne sais pas ce qui va. Donc, à la DNC, il y a un couple de israéliens, parents d'un jeune homme otage, qui ont témoigné. Et donc, la trentaine de délégués uncommitted, c'est-à-dire qui représentent ceux qui ont eu un vote de protestation, environ 700 000 personnes dans le pays, 100 000 dans le Michigan, lors des primaires, ont demandé qu'une voix palestinienne, une palestinienne américaine, s'exprime aussi, ce qui a été refusé par la direction du Parti républicain. Et certains de ces délégués ont passé la nuit devant l'arène de la convention en protestation. Et Rima Mohammad, par exemple, que j'ai interviewé plusieurs jours de suite, me disait, mais elle comprend pas, moi je veux vraiment pas que Trump soit réélu, mais là je reviens vers ma communauté les mains vides. Et les gens qui ont voté uncommitted pour les primaires, c'était pas que des arabo-musulmans, c'était aussi des très progressistes. Et elle me disait, je sais pas ce que je vais pouvoir leur vendre, quoi. Je, je n'ai aucune idée de si ces gens surévaluent leur poids électoral, c'est possible, et bon, ça serait entre guillemets de bonne guerre, mais ce sont des gens qui ont de la famille éloignée là-bas, et donc qui vous disent mes impôts, en l'état actuel des choses, servent à bombarder là-bas et peut-être à tuer des membres de ma famille. Et dans certains cas, oui, il y a une personne qui dit qu'elle a 97 membres de sa famille, par exemple, qui sont morts. Et bon, quand on paye des impôts aux États-Unis, eux, ils ressentent ça. Donc, pour ces gens-là, ça sera compliqué de voter pour Kamala Harris. Après, je ne sais pas quelles conséquences ça a sur le vote. Ouais, parce qu'après la question, c'est est-ce qu'ils vont se reporter sur Donald Trump, qui lui est très clairement Non, pro-Israël. non, 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 ils ne se reporteront pas sur Trump. Ils voteront. Alors, les délégués, enfin, ils sont quand même délégués démocrates, ils voteront pour elle, mais tous les gens à qui j'ai parlé, qui n'étaient pas des uncommitted pour le coup, là, eux, c'était des abandoned Biden qui est devenu abandoned Harris. Et eux, ils vont voter Jill Stein, ou alors ils vont pas voter du tout. Mais ça revient au même. En fait, si on prive Harris de quelques points dans certains États, malheureusement, ça peut suffire tellement c'est serré. Bah, on l'a vu en 2016 avec la candidature de Jill Stein dans certains États qui a porté préjudice à Hillary Clinton et entre autres dans le Rust Belt avec le Wisconsin et le Michigan qui avaient voté pour Donald Trump, la Pennsylvanie aussi. Euh, je veux donc revenir sur ce que tu disais, c'est que donc tu es dans dans ce hangar d'aéroport, tu as le sentiment de vivre quelque chose de la naissance
la naissance de quelque chose, peut-être la naissance d'un mouvement. Ensuite, la Ouais. semaine dernière, tu vas à Chicago, tu es là pendant toute la semaine de la convention démocrate. Tu as le sentiment que c'est la confirmation de ça, où finalement on n'est pas forcément sur la forme, mais on est dans cet exercice habituel où on essaye de montrer un parti unifié, où tu as encore une fois, c'est la confirmation que non, il y a une véritable envie du côté démocrate et Kamala Harris est en train de s'en emparer. Il y a, il y a un ralliement autour du chef. Disons, ce qui m'a vraiment frappé après avoir vu les deux conventions, c'est l'unanimité d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, à la convention républicaine, certains délégués et certains chefs de, par exemple, le chef du parti républicain du Connecticut que je connais, euh, me disait, non, c'est sûr que par rapport à 2016, où on avait la faction de Ted Cruz, où on avait la faction libertarienne, Rand Paul, etc., qui pouvaient être en désaccord, on ne savait pas très bien comment ça allait tourner. Là, on commence une convention avec 97% des gens qui sont pro-Trump. Ceux qui ne l'étaient pas, ils sont juste pas là. Ils ne sont pas venus. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une convention où il n'y a pas Mitt Romney, où il n'y a pas Mike Pence, qui quand même était son ancien VP, et les seuls qui ont été des voix dissonantes à un moment ont fini par s'agenouiller, quoi, par kiss the ring, baiser l'anneau. C'est-à-dire Nikki Haley et Ron DeSantis. Il n'y a aucune dissidence. C'est très frappant. Et un mois plus tard, à à Chicago, convention des démocrates, d'une certaine façon, ça donne exactement la même impression. Il n'y a aucune voix dissidente. J'étais allée voir, dans le New Hampshire, j'étais allée voir Dean Phillips pendant les primaires, qui est donc le seul candidat qui se vraiment véritablement présenté contre Biden et qui disait à l'époque, c'était très frappant, on devait être 80 personnes dans cette salle, alors qu'il y avait la queue qui s'allongeait de l'autre côté pour un rallye de Trump qui allait avoir lieu 5 heures plus tard. Et d'ailleurs, ce soir-là, j'ai pas réussi à entrer parce que j'ai passé trop de temps avec Dean Phillips. Mais c'était très frappant parce qu'il disait c'est un homme génial, c'est un homme bon et il a un bilan exceptionnel. Mais on sait tous, vous et moi, il est trop vieux et qu'il ne faut pas qu'il se représente et qu'il est trop vieux pour gagner. Il ne va pas gagner, on le sait tous, on l'entend tous dans nos circonscriptions. Et c'était le seul qui disait ce genre de choses et qui disait il faut une vraie primaire. Il y a pas, enfin, la primaire démocrate, elle n'a pas vraiment eu lieu. Et la candidate qui maintenant a été adoubée n'est pas passée par ce processus de primaire. 14 millions de personnes ont voté pour Biden. Leurs voix, finalement, n'ont pas été suivies d'effet. Mais donc, on arrive à cette convention démocrate. La folie pour cette candidate qui, il y a un mois, était considérée comme incapable de prendre la suite, probablement par beaucoup de démocrates aussi, c'est quand même très frappant ce contraste. Et elle a un alignement de planètes qui est dingue, c'est-à-dire qu'elle bénéficie des circonstances, mais c'est aussi quelqu'un qui, pendant 4 ans, a complètement changé. Enfin, elle était un poste de VP, ça veut dire qu'on voyage dans le monde entier. Ça veut dire qu'elle a rencontré des chefs d'État, ça veut dire qu'elle a vu quand même l'intérieur de l'appareil d'État. Donc, elle a des vraies forces, elle a une personnalité chaleureuse, elle passe super bien auprès des jeunes. Comme je disais, elle est courageuse et elle est ouverte sur la question de l'avortement, alors que enfin, Biden, clairement, il a toujours été extrêmement mal à l'aise sur ce thème. Donc, elle a des vraies forces. Après, c'est vrai que c'était un peu surprenant, cet unanimisme absolu, et je pense qu'on peut l'attribuer au soulagement, quoi. De se dire on a enfin une chance, alors que sincèrement, avec Biden, ils n'en avaient plus. Ouais, donc je pense que c'est un facteur extrêmement important. Alexis, justement, qui a aussi assisté à la convention, nous disait que peut-être lui, le discours qu'il allait retenir s'il devait choisir un moment, il avait trouvé Hillary Clinton extrêmement intéressante et meilleure que d'habitude. Je suis d'accord avec lui sur le meilleur que d'habitude. Moi, j'ai été vraiment impressionné par le moment absolument
non préparé à l'avance de l'interaction de Tim Walz avec son fils Gus qui se lève. Il y a eu évidemment les discours des Obama, le discours de Bill Clinton, le discours de Joe Biden. Mais pour toi, c'est quoi le moment le plus fort? C'est le discours de Michelle Kamala? Obama. Michelle Obama? Ouais. Non, Michelle Obama. Mais d'ailleurs, c'est quand même assez frappant de se dire que probablement les meilleurs discours de la semaine, c'était ou ceux les plus touchants, c'était deux non-politiciens, c'est-à-dire Michelle Obama et à mon avis Doug Emhoff a très bien humanisé Kamala Harris, a donné des anecdotes parlantes, sympas, qui la rendaient aimable au sens personne qu'on peut aimer. Mais non, Michelle Obama, extrêmement impressionnante. Cette présence, ce mélange de précision, de petites piques bien écrites, en même temps de rappel au fait qu'il ne fallait pas se relâcher. Moi, je trouve qu'elle a été meilleure que lui, meilleure que Barack. C'était, à mon avis, le discours le plus frappant. Et à nouveau, les gens que les démocrates ont réussi à avoir à leur convention, que ce soit les stars, c'est-à-dire Pink, Eva Longoria, Oprah Winfrey, toutes ces stars, mais aussi le passage de flambeau avec Biden et puis les Clinton et les Obama. Il y a c'est pas comme cette espèce de table rase que Trump a pu opérer dans le Parti républicain. Il n'y a personne, il n'y a aucun ancien président qui était à la convention républicaine. C'est devenu le parti de Trump. D'ailleurs, ce qui était complètement fou, c'est que il y avait la rumeur que peut-être George W. Bush allait venir à la Oui. convention démocrate, alors que la véritable question, c'est que est-ce qu'il n'aurait pas dû être à la convention républicaine? Et on voit que Trump, le parti républicain, c'est devenu le parti MAGA, c'est son parti, et que il n'est absolument pas reconnu. Tu l'as dit, son VP n'était même pas là. Il en a présenté un nouveau parce que le dernier, une partie de ses fans souhaitaient le pendre quand même. Hein. Oui, quand même. Bon, voilà, c'est un métier à risque un petit peu quand même. Voilà. Euh, Dernière question parce que après je vais te laisser. Tu as été très généreuse avec ton temps, merci beaucoup. Mais c'est vraiment passionnant. On pourrait continuer pendant très longtemps. Donc les premiers meetings, la convention démocrate, le ralliement au chef, le sentiment, le soulagement et le sentiment que l'on peut battre Trump, c'est aussi ton observation de journaliste qui va sur le terrain, de se dire que cette élection que on pensait plier il y a un mois, hein, on en est vraiment là, il y a un mois, maintenant elle est ouverte et que Kamala Harris peut battre Donald Trump. Ouais, elle peut, mais il faut quand même se rendre compte quand on parle, alors notamment quand on parle du vote populaire. Étant donné la répartition des voix du collège électoral, un démocrate, pour gagner, doit avoir une marge de 4% minimum sur un républicain. Donc, si elle est à 1 ou 2 ou 3% d'avance, elle ne peut pas gagner en vote populaire. C'est totalement injuste, c'est leur système, mais il faut garder en tête que c'est redevenu une vraie élection serrée, on va dire. Et pour l'instant, là, je regardais les derniers chiffres de 538, elle est en avant dans la plupart des États clés, sachant que la campagne de Kamala Harris maintenant ne s'en tient pas que à Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Ils réintroduisent Géorgie, Caroline du Nord, Arizona, Nevada. Ils prennent les 7, ils attaquent sur les 7 de façon universelle, enfin même si pour l'instant tout le monde met plus d'argent sur la Pennsylvanie parce que c'est vraiment l'État sans lequel il lui sera difficile de gagner, quoi. Donc c'est pas infaisable, mais quand on la voit hors prompteur, hors cadre très balisé, euh, elle a encore des progrès à faire. Bon, on va voir ce que donne l'interview de demain soir.
Je sais pas si vous l'avez vu, là, il y a eu, c'était quoi, c'était hier ou avant-hier, elle a eu une question sur la diversité, équité, inclusion, si jamais Trump accédait au pouvoir, etc. Elle a encore sa tendance à servir ce qu'on dit en anglais, ce qu'on appelle en anglais de la salade de mots, quoi. Word salad. Elle a quand même, c'est encore ces espèces de dégagements. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle veut en venir? Et par ailleurs, le débat, alors évidemment, elle est procureure, elle ne s'en laisse pas compter, comme on dit, elle réagit vite, etc. Mais c'est pas évident d'être en face de quelqu'un qui n'est absolument pas contraint par une exigence de vérité, hein, qui n'est contraint par rien. Et c'est compliqué. Est-ce que vous fact-checkez quelqu'un toutes les 2 secondes en lui disant ça c'est pas vrai, non ça c'est pas vrai, non là vous venez de mentir, non je peux pas vous laisser dire ça, alors que par ailleurs elle a une double contrainte qui est de se présenter aux Américains, parce que tout le monde n'est pas allé à la convention et tout le monde n'a pas vu tout le monde n'a pas lu son autobiographie, tout le monde n'a pas vu le petit film où elle se présente, etc. Il faut qu'elle se présente elle-même en tant que personne et il faut quand même qu'elle finisse par dire un tout petit peu ce qu'elle compte faire comme programme, quoi. On ne sait toujours pas vraiment, sur son site internet, il n'y a toujours pas d'onglet programme. Il y a des biographies de Tim Walz et d'elle. On ne sait toujours pas bien ce qu'elle veut faire. Et donc, c'est important pour elle ce débat, il faut qu'elle se présente, quoi. Alors, Mais tu vois, sur la question du programme, je me demande si c'est pas plus, et là c'est une question sur nous en général, une obsession de journaliste, parce que en 2020, par exemple, Trump n'avait pas de programme non plus, tu vois, le programme c'était lui, de toute manière, ouais, mais là, il en et a puis son slogan. Maintenant il en a un, il n'en avait pas en 2020. On verra si la présentation de Kamala Harris sur l'aide aux classes économiques suffit. Hein. Tu sais, voilà, quand on retourne sur oui, mais Clinton c'est ça le truc. et sur Obama, c'était pas plus. Hein. C'était pas plus. Oui, mais précisément quand on dit que la principale préoccupation des gens, c'est encore l'inflation, il va falloir qu'elle explique un petit peu. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'économistes qui sont un peu sceptiques sur ces mesures. Et puis, il y a l'immigration. Enfin, moi, j'étais quand même très étonnée l'hiver dernier, quand j'étais dans le New Hampshire, dans l'Iowa, d'entendre, l'Iowa, j'y suis allée plusieurs fois, d'entendre les gens me parler de l'immigration comme leur première préoccupation, quoi. Je leur dis, mais vous êtes un petit peu loin de la frontière mexicaine, non? Je suis pas sûre comment ça vous affecte. Et en fait, c'est un truc qui revient. Donc, c'est pas évident que ça soit gagné. Par ailleurs, elle a fait un énorme progrès auprès des femmes, des noirs et des jeunes. Elle stagne auprès des hommes blancs. Et elle a perdu du terrain par rapport à Biden chez les républicains anti-Trump, quoi, modérés. Donc il faut quand même, que sa base soit consolidée, mais il faut qu'elle aille grappiller quand même chez les indépendants, et voilà. Donc c'est Il y a encore faisable, du travail. Il y a mais il y a du encore du boulot. travail. Ouais, il y a encore du travail. Et pour le débat que nous vivrons en direct, on aura une émission spéciale ici le 10 septembre. Je pense que ça serait une erreur stratégique de sa part de commencer à fact-checker Donald Trump. C'est sa Ouais. stratégie d'être le gars qu'on ne peut pas fact-checker en répétant des mensonges en permanence. Il faut qu'elle soit là avec un message et que ce message, quoi que dise Trump, elle continue à le marteler et qu'elle parle aux Américains avant d'essayer de faire le travail des journalistes. C'est impossible avec Trump. C'est impossible. Impossible. Ouais. Mais il faut tenir le coup, hein. Il va dire des horreurs, il va être irrespectueux, il va peut-être dire des choses racistes, et puis il va évidemment à nouveau mentir sur le 6 janvier, il va parler de chasse aux sorcières. C'est pas facile de rester concentré sur son message. Non, Et, non, et les gens au rallye de Biden, ils m'avaient beaucoup dit ça. Ils m'avaient dit, mais comment vous voulez, qu'est-ce que vous attendiez de lui alors qu'il avait un gars en face qui racontait n'importe quoi. Mais oui, c'est toute la difficulté de débattre face à ça. Donc, Ouais, à non, voir. ça va être un moment exceptionnel et donc je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la chaîne pour le vivre, ce moment avec nous. Et puis j'imagine que toi, tu vas live tweeter sûrement la chose, en tout cas, tu vas en parler. Donc je vous invite à vous abonner au compte de Claire sur X.
Merci, hein, merci beaucoup. Merci, merci, merci à C'était toi. vraiment passionnant, vraiment passionnant. Je me suis régalé et puis je te dis là, je vois les messages dans le chat. Tu peux te présenter demain aux élections à la présidence de la chute. Je pense que Non, tu peux être je serais élu. incapable de faire ce que tu fais. Je serais incapable de faire ce que tu fais. Non, non, non. Tu fais ça très bien. Merci. Non, en tout cas, donc merci. J'espère qu'on va, bon, on va déjà se donner rendez-vous pour la sortie de ton livre. On en parlera et on t'apportera tout le soutien que tu mérites amplement. Vraiment, Merci, c'est félicitations, gentil. félicitations pour ton boulot. Merci du fond du cœur, Claire. Et puis, on se retrouve très vite. À très vite. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Bye revoir. bye.